Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. 11h04 pratiquement. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour les routes de l'été. Comme chaque jour, je vais vous embarquer pour un grand voyage entre sommets, vous allez le voir, phares, vignes et actualité malheureuse que l'on connaît aujourd'hui. On va parler bien sûr, entre autres, de sauvetage en montagne, d'un joli coin de paradis au large de la Bretagne. Un sujet très préoccupant également à partir de midi avec 3 spécialistes. La sécheresse qui s'intensifie partout, particulièrement dans le sud de la France, avec ses conséquences dramatiques que nous vivons cet été et particulièrement depuis hier. Vous n'hésitez pas, nous allons avoir Sud Radio vous écoute. Tiens, on va ouvrir notre émission avec un homme de l'ombre, ou plutôt un homme de la neige et du rock. Il s'appelle François Nicard. Dans notre rendez-vous Sud Radio vous écoute, il est secouriste en montagne au PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne. Il est maître de chien d'avalanche, il est chef de caravane. Il passe sa vie au service de celles et ceux comme vous et moi qu'il faut aller chercher là-haut quand tout bascule. Notre détour de vacances nous prendra un petit air de Bretagne, l'île Louette, au large de Carantec. On vous fait vivre la vie d'un gardien de phare version 21e siècle. Voilà, pour une nuit complètement coupée du monde. La table de l'été nous permettra de découvrir une très jolie tournée qui s'appelle Sea Grappenson, avec évidemment les vignerons du Pays d'Oc. Et puis le dossier de l'été, à partir de midi, on est en situation de sécheresse sur plus de 32 départements. En ce 6 août où 1820 pompiers et 500 engins luttent contre l'un des plus grands et dramatiques incendies de notre histoire, je vous propose de mieux comprendre la sécheresse côté météo. On en parlera bien sûr en détail. Les sentiers de l'été vont nous offrir un peu de poésie et de réflexion. Oui, je vais vous emmener dans un musée, c'est le musée de la Poste, avec une très très belle exposition qui s'appelle La Fabrique du Temps. Et ce n'est pas tout. Tout de suite avec vous aussi, puisque vous pouvez réagir à chacun des sujets, témoigner, apporter votre avis au 0826 300 300. Je vous y attends. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Enfin, quand je dis je, c'est surtout Manu qui vous attend et qui vous accueille. On va commencer notre première émission, notre premier rendez-vous avec un invité particulier qui connaît la montagne comme sa poche. Il s'appelle François Nicard, il est gendarme secouriste au peloton de gendarmerie de haute montagne depuis plus de 13 ans. Il intervient dans des conditions extrêmes, souvent suspendu à un fil. Au sens propre d'ailleurs comme au sens figuré. À 39 ans, il est aussi maître chien d'avalanche. Il a publié un très beau livre qui s'appelle Secours en immersion aux éditions Glénat. Alors si vous aussi, vous pouvez lui poser vos questions. Vous aussi, vous avez été sauvé par ce type de super héros de nos vies au quotidien. Vous n'hésitez pas. Vous pouvez venir témoigner au 0826 300 300. D'ailleurs, Clément Barguin, depuis plusieurs années, les interventions se multiplient. Été comme hiver, ce fameux peloton de gendarmerie de haute montagne tourne à plein régime. Oui, la gendarmerie couvre l'ensemble des massifs français grâce au peloton de gendarmerie de montagne, les PGM, et au peloton de gendarmerie de haute montagne, les PGHM. Au total, 280 militaires spécialisés sont dispersés parmi 21 unités situées dans les Pyrénées, les Alpes, la Corse, la Réunion et dans les 5 PGM en charge du Jura, des Vosges et du Massif central. La montagne, milieu particulièrement hostile, le relief, le climat, l'altitude rendent les opérations difficiles. Avoir des unités et des personnels ultra formés, ça permet de garantir une présence de la gendarmerie sur l'ensemble du territoire, avec des opérations particulièrement périlleuses qui se font très souvent avec l'appui d'hélicoptères. Une promenade loin des sentiers balisés, un accident de ski ou de parapente, une cordée qui dévisse. En 2024, les pelotons de gendarmerie de haute montagne ont réalisé plus de 6500 interventions. Ils ont pris en charge plus de 7600 victimes, des chiffres qui sont en hausse constante chaque année, d'où les messages de prévention qui sont martelés par les PGHM. La montagne, c'est magnifique, mais ça se prépare. Bonjour François Nicard. Et bonjour. Il a raison Clément Barguin dans ce qu'il nous dit, surtout la fin. La montagne, c'est magnifique, mais ça se prépare. Exactement, la montagne ça se prépare et au fil des années on s'aperçoit quand même que le comportement des pratiquants de la montagne au sens large du terme, que ce soit des randonneurs, des alpinistes, des grimpeurs, des parapentistes, on a des comportements qui tendent de plus en plus vers l'assistanat, des gens qui sont quand même un petit peu moins préparés, un peu moins formés, qui ont tendance à appeler les secours un petit peu plus facilement qu'il y a une dizaine d'années en tout cas. Oui. Vous êtes, on l'a dit, vous êtes membre gendarme du peloton de gendarmerie de haute montagne.
vous avez signé un très beau livre aux éditions Glénat, Secours en immersion, où vous racontez toutes ces missions que vous avez tenues et que vous avez vécues. Je voudrais qu'on parle d'abord de votre parcours, François Nicard, si vous le voulez bien. C'est une vocation qui est née très tôt chez vous. Oui, c'est une vocation qui est née très tôt. Alors, j'ai pas énormément de mérite dans le sens où mon papa était secouriste en montagne et maître chien d'avalanche avant moi. Donc, du coup, j'ai grandi déjà dans cet univers, dans ce milieu-là. Quand on jouait dans la cour de la caserne étant gamin, on voyait atterrir les micos qui venaient chercher nos papas respectifs et on les voyait partir en secours. Donc, du coup, c'est sûr que c'était une vocation un petit peu facile à trouver en tous les cas. Après, mon parcours est assez simple. Moi, je suis plutôt un pur produit gendarmerie. Je suis rentré en gendarmerie très jeune, à 18 ans. Après un an d'école pour devenir sous-officier, j'ai passé 5 ans dans un escadron de gendarmerie mobile en Isère, dans la ville de Pontcharrat. Et pendant ces 5 ans, j'ai passé toute une batterie de stages tournés vers l'alpinisme au sein du CNIDAG. Le CNIDAG, c'est un peu l'école de la montagne pour la gendarmerie. C'est une unité qui se trouve à Chamonix. Et tous ces stages m'ont amené jusqu'au test d'entrée en PGHM, donc pour intégrer une unité de secours en montagne. Moi, je suis rentré du coup en PGHM en 2011 et après j'ai fait 3 unités différentes. J'ai commencé par les Alpes-Maritimes. J'ai servi ensuite 5 ans à Chamonix et là, ça fait une dizaine d'années que je suis au PGHM de Grenoble en Isère. Alors, il y a déjà une première réaction sur la page Facebook de Sud Radio où Stéphane dit « Le PGHM de Chamonix sont des héros ». Alors, il dit après, il devrait faire payer les inconscients. Ça, on pourra évidemment en parler, mais on va évidemment aussi tout au début rester sur votre parcours. On va avoir Alban qui nous appelle au 0826 300 300 et qui lui aussi veut réagir. Comment on devient secouriste comme vous dans la gendarmerie PGHM? J'imagine que le parcours est très exigeant, des cours, des stages, des concours, des tests, des stages mentaux, physiques. Ça doit être quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est assez long, le parcours est assez long. La base de ce métier est quand même tournée sur l'alpinisme. C'est-à-dire que la base d'un secouriste en montagne, c'est d'être à l'aise sur les terrains dans lesquels il est susceptible d'intervenir. Donc de base, on est tous quand même skieurs, grimpeurs, alpinistes. Sans chercher un niveau exceptionnel dans une discipline, mais on a besoin de personnel qui soit relativement complet et qui soit susceptible d'intervenir en sécurité un petit peu sur tous les terrains de la montagne. Ça va être en cascade de glace, en canyoning, en ski de randonnée, sur les pistes de ski alpin, voilà, vraiment dans tous les milieux qu'on peut rencontrer en montagne au sens large du terme. Donc du coup, il faut avoir un petit peu ces prérequis physiques et techniques qu'on va maintenir et améliorer au fur et à mesure de nos stages pour arriver au niveau des tests d'entrée en PGHM qui sont effectivement relativement exigeants en termes de physique et de technique. Et une fois qu'on réussit ces tests, on s'engage dans un cursus de formation qui dure aujourd'hui 2 ans, qu'on pourrait qualifier un petit peu de cursus en alternance, où on commence à faire du secours réel sur le terrain dans l'unité dans laquelle on est affecté, tout en continuant à avoir des stages de formation au CNISAC, dans cette école de la montagne à Chamonix. Et après ces 2 années, on devient réellement breveté, secouriste à part entière, pour embrasser une carrière entière au sein d'un PGHM ensuite. Alors, on va accueillir Alban qui est avec nous au 0826 300 300. Faites comme Alban, n'hésitez pas, venez nous rejoindre, venez témoigner si vous-même d'ailleurs vous avez été sauvé ou tout du moins vous avez eu besoin de l'aide du PGHM en haute montagne. Notre invité François Nicard et son livre Secours en immersion aux éditions Glénat pourra aussi répondre à vos questions, vous donner son avis, son regard. Et tout à l'heure, François, je vous le demande maintenant, préparez-nous quand même quelques histoires que vous avez vécues en montagne. Bonjour Alban. Bonjour à tous, bonjour à François, bonjour Laurent. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous habitez où vous Alban? J'habite Grenoble. D'accord, ok, donc vous êtes très concerné. Vous êtes prof de ski, me dit Manu? Voilà, je suis moniteur de ski et puis également j'ai une activité de conseil en immobilier. Mais c'est amusant, un petit clin d'œil à François, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans la maison Glénat où j'étais en contact avec les grands alpinistes, notamment dans la société de presse à l'époque. Donc c'est amusant de voir cette boucle qui se fait. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas la maison Glénat, ou en tout cas qui ne savent pas pourquoi vous en parlez alors que vous êtes de Grenoble, c'est que historiquement et même encore aujourd'hui, le grand éditeur Glénat est à Grenoble. C'est pour ça qu'il est très marqué dans est très connu dans cette région. Vous aviez envie de dire quelque chose à François? J'écoutais le témoignage de François qui parlait avec beaucoup de respect et de reconnaissance de son père qu'il avait amené à cette profession. Moi, je le trouve déjà remarquable et je voudrais louer tous les sauveteurs secouristes et du PGHM et autres qui interviennent en montagne. Moi-même, c'est au travers d'un lien familial avec ma grand-mère qui est
paysanne à Bellevaux, dans un petit village qui s'appelle la Chèvrerie, en Haute-Savoie, que globalement j'ai tiré mes racines de la montagne et on est fidèle en fait à ce territoire. Et à un moment donné, il nous appartient d'en faire quelque chose. Et moi, j'ai été compétiteur de ski. Et puis quand j'ai eu un niveau suffisant, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose et j'en ai fait également un métier. Et je suis moniteur de ski. La montagne, c'est quelque chose qui vous accroche le cœur, François Nicard. Vous auriez pas pu faire votre métier autre part. Alors, je parle pas qu'un simplement secouriste au PGHM. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors c'est marrant déjà qu'Alban parle de Bellevaux, qui est quand même un tout petit village de Haute-Savoie, parce que j'ai une bonne partie de ma famille qui est originaire d'Abondance, qui est un petit village pas très très loin. Que j'aime beaucoup. Oui, cet attachement à la montagne, effectivement, il est dans le sang. Hein. C'est quelque chose dans lequel on évolue pour la plupart d'entre nous depuis qu'on est enfant. Moi, je suis pas. J'ai toujours été attiré par ce métier du secours en montagne, par le milieu de la montagne, mais on a de la chance également, en plus d'être secouriste en montagne, on est déjà de gendarme de base. Et la gendarmerie, c'est une institution qui offre un énorme panel de métiers différents. J'étais très très attiré par ce métier de secouriste en montagne, mais il y avait d'autres métiers au sein de la gendarmerie qui m'auraient attiré si pour une raison X ou Y, je n'avais pas pu devenir secouriste. Merci beaucoup Alban de votre intervention sur Sud Radio au 0826 300 300. Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée. La montagne, ça vous gagne, mais ça vous emporte aussi. Attention. Ouais, il faut faire attention. Tiens, d'ailleurs, merci pour la transition, Alban. Je vais vous engager aussi. Encore un co-animateur de l'émission, j'aime beaucoup. Moi, je trouve que tout est dans le partage. François, est-ce que vous pouvez déjà commencer pour m'en raconter allez, votre intervention la plus marquante pour vous, qu'on peut retrouver dans votre livre, Secours en immersion, aux éditions Glénat. Alors celle qui vraiment, je pense, restera gravée dans ma mémoire pendant un petit peu toute ma carrière, c'est une intervention en avalanche. J'ai fait du coup 13 ans de secours en montagne avec en plus un chien d'avalanche. Et en 2016, je suis parti du PGHM de Chamonix et lors de ma dernière journée de permanence au sein de cette unité, on a été sollicité pour faire une reconnaissance dans la face nord du Mont Maudit, qui est juste sous le Mont Blanc. C'est un des itinéraires qui permet aux alpinistes d'aller au Mont Blanc. Et une cordée de 3 alpinistes qui n'étaient pas rentrés le soir. Du coup, l'entourage s'inquiétait. L'hélicoptère du coup a été sollicité avec nous-mêmes à bord, avec du coup un secouriste et moi-même pour aller faire une reconnaissance à la fois visuelle et potentiellement une reconnaissance avalanche avec le chien. Et quand on est arrivé donc en fin de journée au-dessus de cette montagne quand même qui est assez majestueuse, très impressionnante parce que c'est une face qui est quand même relativement raide sur laquelle se trouvent de gros séracs. Les séracs, pour les gens qui connaissent pas, c'est une espèce d'énormes morceaux de glace qui peuvent avoir la taille d'un immeuble de plusieurs étages. Qui peuvent être parfois déversants et qui peuvent s'écrouler et en s'écroulant, même en été, créer de grosses avalanches. On est arrivé au-dessus de cette zone et on a vu effectivement une énorme coulée de neige qui est passée sur la trace de montée. De là, on s'est fait déposer par l'hélicoptère et en fait, dans ces cas-là, pour exposer le moins de personnes possible, il y a un des secouristes qui reste dans une zone qui est relativement safe et l'autre secouriste, là en l'occurrence c'était moi, qui avec le chien va prospecter l'avalanche avec l'animal pour essayer de retrouver des personnes dessous s'il y en a. Et en prospectant cette avalanche, au détour d'un espèce d'énorme bloc de glace derrière lequel je suis passé, le chien a commencé à marquer. Donc quand un chien marque, il commence à gratter avec ses pattes la neige, et ça veut dire qu'il y a une odeur qui sort du manteau neigeux. Et une vie de maître chien d'avalanche, c'est assez frustrant parce que c'est beaucoup d'années d'entraînement, de préparation, de complicité avec son chien pour un nombre d'interventions relativement restreint au final. Et parmi ces interventions, un nombre d'interventions avec un résultat positif encore plus restreint. Et donc au moment où le chien s'est mis à gratter, je me suis dit non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver maintenant, c'est quand même dingue. Et c'était vraiment mon dernier jour de travail à Chamonix. Et au final, le chien marque et alors l'issue est malheureusement tragique parce qu'on retrouve grâce au chien le corps sans vie de ces 3 alpinistes, mais c'est un souvenir qui est vraiment dans ma mémoire parce que c'est des années de travail avec cet animal pour un résultat au final positif, parce que certes c'est dramatique, c'est 3 corps que la montagne a pris, mais retrouver ces corps grâce au chien, ça permet aux familles de faire le deuil. Donc du coup, c'était
intervention très particulière, très marquante, avec un petit côté particulier parce que on est dans un environnement très dangereux, avec un risque de suravalanche. On sait qu'on est en train de s'exposer un petit peu à un danger prégnant. Par contre, étonnamment, on est sur un coucher de soleil avec le soleil qui fait scintiller un peu tous ces cristaux de glace, tous ces cristaux de neige. Donc, il y a une espèce d'ambivalence au niveau des sentiments où on se sent en danger et à la fois dans un environnement assez majestueux. C'est des moments très particuliers. Moi, ce que je vous propose, François, on va faire une pause. Le chien s'appelait Fidzi, le chien. Dans quelques instants, je vous demanderai aussi de me raconter, parce qu'en préparant cette émission, vous m'avez raconté l'histoire de ces 2 jeunes grimpeurs qui ont été bloqués sur le mont Aiguille. Et puis une autre intervention plutôt insolite, le jeune homme accroché à un arbre avec son chien. Voilà, vous nous raconterez cela, puis on reviendra bien sûr sur votre métier. Vous n'hésitez pas, vous êtes nombreux aussi à réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Plein de questions qui nous arrivent pour vous aussi, François Nicart. Comment se passe la maintenance des hélicoptères affectés au PGHM? Il y a aussi les travailleurs de l'air qui font des travaux d'altitude en hélico, des gens incroyables, etc., etc. Donc on essaiera de faire le tour avec le temps qui nous est donné. Vous n'hésitez pas. Vous avez été sauvé par un membre du PGHM. Vous n'hésitez pas. Le peloton de gendarmerie de haute montagne à venir nous raconter au 0800 26 300 300. Vous avez une question à poser à notre invité, François Nicart. Eh bien, vous venez aussi au même numéro de téléphone. C'est celui de Sud Radio. Manu vous attend. Et on est ensemble évidemment pour ce moment qu'on a voulu pour cet été, pour ce mois d'août. Sud Radio vous écoute. Je vous rappelle le simple concept, c'est venez vous raconter. Venez raconter vos vies. Vous pouvez vous inscrire au 0826 300 300 ou envoyer un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Vous vivez une vie un peu particulière, vous avez une expérience de vie comme ça, vous avez envie de partager. Écrivez-nous ou appelez-nous au 0826 300 300. Et puis, parmi ceux qui ont des vies qui nous semblent, nous, extraordinaire, il y a François Nicart. Il y a beaucoup de réactions sur le fait que les secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne sont de véritables héros. François Nicart, vous êtes notre invité, vous avez signé aux éditions Glénat Secours en immersion. Est-ce que vous recevez ces compliments d'être des héros? On en a parlé, vous êtes beaucoup plus humble que nous en fait vis-à-vis de vous. Oui, héros, le terme me paraît un petit peu fort. On est des hommes, des femmes vraiment comme tout le monde qui avons suivi une formation pour porter assistance à nos pairs, aux gens qui aiment le même milieu que nous, qui aimons la montagne. Alors après, c'est un métier dans lequel il y a un engagement certain. Le risque, il est omniprésent. Pour autant, on n'est absolument pas des héros. On a juste à cœur de faire notre travail correctement pour aller chercher en toute sécurité les gens qui ont besoin de nous, que ce soit des gens qui sont blessés, qui sont bloqués, qui ont besoin d'assistance. Mais le terme héros me paraît un petit peu fort. Est-ce que vous acceptez de me raconter cette histoire assez insolite dont vous m'avez parlé sur ce jeune homme accroché à un arbre avec son chien? Oui, alors c'est un peu le thème du livre, c'est-à-dire dans ce livre Secours en immersion, j'ai eu à cœur de raconter un peu la variété des interventions auxquelles on est amené à être confronté, et les médias, de ce qu'on voit à la télé, sur Internet, c'est beaucoup du sensationnel et des fois des interventions dramatiques, mais c'est vraiment pas c'est pas que ça notre quotidien, c'est aussi des interventions un peu atypiques de par l'environnement dans lequel on va ou de par la façon dont le secours va se dérouler. Puis des fois, c'est juste des interventions qui sont plutôt rigolotes. Où un jour, on a été amené à aller chercher un jeune homme qui évoluait sur un terrain. C'est une montagne qui s'appelle le Néron, qui est du coup à l'ouest de Grenoble. C'est une montagne assez atypique parce que du coup, elle est à la fois un terrain de jeu pour les gens qui sont très à l'aise en montagne et qui vont plutôt la parcourir en marchant ou en trottinant, mais qui, pour des alpinistes vraiment néophytes, va constituer une entrée en la matière assez sympa parce que c'est un itinéraire sur lequel c'est comme une arête, si vous voulez, sur laquelle il y a du vide un petit peu de chaque côté, et on va grimper, mais avec une difficulté plutôt modeste. Et c'est une montagne sur laquelle s'est perdu un jeune homme. Il est redescendu sur un des côtés, et sur ce côté de la falaise, c'était quand même très très raide. Il évoluait avec un petit chien, et au bout d'un moment, il s'est retrouvé, dans notre métier, on appelle ça communément quelqu'un qui est embarré. Ça veut dire qu'il se retrouve un petit peu au milieu de barres rocheuses où il se sent plus ni de continuer à descendre parce que c'est trop dangereux, ni de remonter parce que du coup, il s'en sent pas les capacités ni physiques ni techniques.
Du coup, il nous a appelés. Le PGHM donc a été déclenché et on s'est transporté sur les lieux avec l'hélicoptère qui s'appelle dans notre département qui s'appelle le Dragon. C'est un hélicoptère de la sécurité civile. Et sur ces environnements très raides, l'hélicoptère peut évidemment pas se poser. Donc du coup, on se fait élitreiller donc au moyen d'un câble. Le secouriste est accroché. Et quand je suis arrivé du coup moi au bout du câble pour venir sécuriser cet homme, il était vraiment tétanisé. Il avait juste peur, quoi. Il était pas bien. Et au moment où j'ai attrapé l'arbre sur lequel lui était attaché, il m'a attrapé pour m'embrasser, pour me faire une espèce de gros câlin qui était assez gênant parce que du coup j'avais plus accès à mon baudrier pour me sécuriser. Du coup il y a eu un petit moment de flottement dans lequel j'essayais de le réconforter, mais j'étais toujours quand même pendu au bout du câble et j'avais besoin de pouvoir me libérer pour me sécuriser. Ça s'est très bien fini. Du coup je l'ai sécurisé, on l'a remonté dans l'hélicoptère et pour la petite histoire qui était rigolote, le chien était tellement petit que j'ai pu le mettre dans mon sac à dos pour le remonter au bout du câble et puis ce jeune homme a continué sa journée en toute sécurité après qu'on l'ait déposé sur un stade de foot dans le village avoisinant. François Nicard, évidemment, l'histoire se passe plutôt bien, le gros câlin est plutôt chouette. Et puis, être sauveteur de la police, en tout cas de la gendarmerie, du peloton de gendarmerie de haute montagne, c'est aussi de la très haute technicité, y compris avec votre pilote d'hélico. Vous m'aviez aussi raconté une histoire sur ces 2 jeunes grimpeurs bloqués sur le mont Aiguille. Oui, alors avant de vous raconter cette histoire sur le Mont-Aiguille, juste que ça soit clair un peu pour les auditeurs, les hélicoptères avec lesquels on travaille, que ce soit les hélicoptères bleus de la gendarmerie qui s'appellent des Choucas ou les hélicoptères jaunes et rouges de la sécurité civile qui s'appellent les Dragons, ce ne sont en aucun cas les hélicoptères du PGHM. C'est nous sommes secouristes, on a une unité de secours en montagne et ces vecteurs aériens, ces hélicoptères, c'est des moyens pour nous de nous déplacer, mais on n'utilise pas que l'hélicoptère. On peut se déplacer à pied, en ski de randonnée, en quad, en 4x4, on a plein d'autres moyens. Il y a souvent cette confusion. Enfin, les hélicoptères n'appartiennent absolument pas au PGHM. Et en l'occurrence, dans le département de l'Isère, dans lequel moi je travaille, ce sont 1 à 2 hélicoptères en fonction de la saison, qui sont des hélicoptères de la sécurité civile avec lesquels on travaille. Cette intervention avait une saveur toute particulière parce que le Mont-Aiguille, c'est la préhistoire de l'alpinisme. C'est une montagne qui a été gravie en 1492 pour la première fois. Dans ce département de l'Isère, elle a vraiment un petit côté caractéristique parce que c'est une énorme montagne qui vraiment sort de terre et ça fait une espèce d'énorme aiguille qui sort, qui est proéminente, qui est vraiment très très belle. Et sur c'est très très raide, hein. Toutes les parois autour sont raides et il y a énormément de voies d'escalade qui permettent de gravir le Mont-Aiguille avec des difficultés très différentes. Et il y a une de ces voies d'escalade dans laquelle un jour en été évolue un couple de jeunes grimpeurs pas très expérimentés mais qui se débrouillent quand même pas trop mal et ils partent faire cette voie d'escalade un petit peu trop dure pour eux et arrivés à peu près à mi-paroi, ils s'aperçoivent que la difficulté technique au-dessus devient vraiment c'est trop pour eux, ils n'arrivent plus à progresser en sécurité et ils se retrouvent du coup attachés à un relais. Donc un relais en montagne, c'est comme des espèces de gros clous plantés dans le caillou, reliés par une cordelette sur laquelle ils sont attachés. Mais malheureusement, ils sont pas du tout équipés pour passer la nuit et au moment où ils passent l'alerte parce qu'ils sont bloqués, on est déjà nuit tombante et des gens comme ça qui ne sont pas blessés, en fonction des conditions, on peut leur dire de passer la nuit dehors quand les conditions météorologiques le permettent, parce qu'un secours de nuit en paroi, c'est jamais anodin. C'est même plutôt, ça peut avoir des côtés quand même plutôt dangereux. Et donc, on s'aperçoit qu'ils sont en short, en t-shirt, sans même une veste, donc du coup, pas trop de possibilités de passer la nuit en sécurité. Du coup, il est décidé, en accord avec le pilote de l'hélicoptère, d'intervenir pour aller les extraire. Donc du coup, c'est un secours qui est très technique parce que la paroi étant très raide, le mécanicien dans l'hélicoptère doit dérouler énormément de câbles. Et là, pour cette intervention, il déroule quasiment toute la capacité de câble qu'il a, c'est-à-dire 90 mètres. Et donc du coup, je me retrouve de nuit, pendu 90 mètres sous l'hélicoptère pour que l'hélicoptère, en s'approchant de la paroi, n'ait pas les pales qui viennent toucher le caillou. Et donc du coup, plus il met de câbles, plus ça permet d'avoir de latitude pour s'approcher du relais. Et une fois que j'arrive au relais, je me sécurise, j'enlève le câble de mon harnais
Et après, du coup, je vois un petit peu comment ils sont, je renforce un petit peu leur relais pour qu'on travaille en sécurité. On les a extraits. C'est un secours qui, en soi, n'est pas très compliqué parce que ils sont pas blessés, parce que sur eux, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est vérifier leur matériel pour les extraire en toute sécurité. Mais c'est très technique parce que vu que c'est de nuit, l'hélicoptère, le pilote et le mécanicien sont sous JVN, des jumelles de vision nocturne. Eux, ils voient très bien. Mais nous, du coup, on est à l'œil nu avec simplement la lumière de nos frontales et ça confère un environnement quand même très particulier, que ça soit de nuit avec 1000 mètres de vide sous les pieds en venant s'accrocher à cette paroi juste à la lumière de la frontale. Il y a un côté réellement féerique, mais sur le moment on pense pas trop à la féerie, on pense plutôt à le faire en sécurité pour pouvoir les extraire rapidement et que ça se termine bien. Mais le fait que ce soit sur cette montagne, la caractéristique, ce Montéguy, c'était assez chouette. Dans le Vercors, c'est du côté du Vercors le Montéguy, Oui, c'est ça, c'est super. En tout cas, merci beaucoup François. Juste une dernière chose, qu'on arrive à la fin de notre Sud Radio vous écoute, et merci pour ces témoignages. Des choses que vous m'avez dit, qui effectivement, quand on n'est pas dessus, on ne peut pas s'en rendre compte. Attention aux réseaux sociaux qui vous donnent l'image d'un site magnifique alors que c'est dangereux pour des gens qui ne sont pas préparés ni habitués. Oui, c'est vraiment les réseaux sociaux, les influenceurs, il y a plein de côtés très positifs à ça. Des gens qui, grâce à eux, ça permet de faire découvrir des environnements, des milieux qui sont superbes comme celui de la montagne, avec des images et des vidéos qu'il faut prendre avec quand même beaucoup de discernement, parce qu'il y a des endroits qui effectivement sont pas vraiment accessibles sans préparation, sans matériel adapté, même pour de la randonnée pédestre assez simple. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a étonnamment des massifs qui sont très sauvages dans lesquels les gens vont assez peu. Par contre, les gens vont aller tous souvent au même endroit parce que ça a été relayé par des jolies images. Et parmi ces jolies images, il y a des endroits dans lesquels c'est pas forcément autorisé d'aller, notamment des réserves naturelles très protégées, où on ne peut pas avoir un comportement inadéquate, notamment il y a des endroits où le bivouac est interdit, faire des feux c'est interdit, et on s'aperçoit qu'avec la surfréquentation ça crée un petit peu des soucis. Donc très chouette de regarder les images des influenceurs et des jolies vidéos, mais à prendre avec quand même discernement si on veut s'y rendre pour faire ses propres photos à soi, quoi. François Nicard était notre invité, gendarme secouriste au peloton de gendarmerie de haute montagne et auteur de ce livre Secours en immersion aux éditions Glénat, que je vous invite à dévorer pendant vos vacances d'été. Merci beaucoup François Nicard pour tout, pour aujourd'hui, pour ce que vous êtes au quotidien, et merci aussi et bravo à toutes vos équipes et à tous ceux avec lesquels vous travaillez au quotidien. Merci beaucoup. Je vous embrasse, merci beaucoup. Allez, dans quelques instants, on va quitter la montagne et on va aller du côté de pas très loin de Morlaix, Carantec, au large. Il y a une île incroyable qui s'appelle l'île Louette. Et si je vous propose de dormir en haut d'un phare, de devenir comme ça l'homme ou la femme du phare, allez, on en parle dans quelques instants. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Et nous allons, après le journal de midi, parler de la sécheresse en France avec Patrick Marière, qui est météorologue et directeur d'un centre Media Weather, Violaine Beau, qui est hydrogéologue au bureau de recherche géologique, Simon Mittelberger, qui est climatologue pour Météo France. On va faire un point au regard de cette actualité dramatique qui touche l'Aude en ce moment. On va faire vraiment un point sur ce qui se passe et pourquoi la sécheresse aujourd'hui dans notre pays, dans l'Aude depuis maintenant plus de 3-4 ans. Voilà, vous n'hésitez pas, et si vous voulez vous aussi d'ailleurs participer à ce dossier, la sécheresse en France et ses conséquences, vous nous appelez au 0826 300 300 pour témoigner ou pour poser vos questions à nos spécialistes. Mais bon, il est question de sécheresse, ils n'en ont pas trop, là où je vous emmène maintenant pour nous détendre un petit peu. Direction l'île Louette. Sur les routes de l'été, détour de vacances. Si je vous dis phare, mer, île, silence. Une maison perchée comme ça en haut d'un rocher à fleur d'eau. Et bienvenue sur l'île Louette, c'est une des perles de la baie de Morlaix. C'est un ancien logement de gardien de phare qui est aujourd'hui devenu un gîte, qui est ouvert aux aventuriers qui rêvent de vivre une nuit, ou deux d'ailleurs, en Robinson breton. Et pour nous faire découvrir ce coin hors du temps, je vous propose d'aller à Carantec et d'accueillir Jérémy Gomez de l'Office du tourisme de Carantec. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Carantec même ? Exactement, tout à fait. Alors déjà, pour tous ceux qui connaissent cette baie de Morlaix, tout ce coin de Bretagne, la Bretagne en général, la France, quelle beauté! Franchement, vous n'avez pas honte de vivre dans un pays aussi joli? Non, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, nous, en tout cas en Bretagne.
toute la Bretagne, toute la côte et même l'intérieur. C'est vrai qu'on a cette diversité de paysages. Ouais, on a beaucoup de chance. Ouais. Jérémy, allez, on va planter un peu le décor avant de parler du séjour. Est-ce que vous pouvez me dresser un peu une carte postale sonore? C'est comment l'île Louette? L'île Louette, c'est vraiment un rocher, justement, au milieu de la baie de Morlaix, isolé de tous. Donc, on est sur un petit gîte qui a une vue vraiment à quasi 360 de la baie, avec vue sur tout le bord de mer de Carantec, le château du Taureau, un fort Vauban en cœur de la baie, et vraiment seul, sans voisins, donc au calme pendant 24 ou 48 heures. Et à quelle époque d'ailleurs a été construit et habité, on va dire, en continu ce lieu? C'était quoi d'ailleurs Donc là, le phare, lui, et la maison du gardien de phare ont été construits en 1857. Donc après, à partir de ce moment-ci, donc les phares n'étaient pas automatisés encore à l'époque. Donc il y avait vraiment quelqu'un ou une famille 24 heures sur 24. Et une famille habitait sur le site jusqu'en 1962. Donc à partir de ce moment-là, le phare a été automatisé. Et donc par conséquent, les gardiens ont cessé. Il y a encore des choses qui restent de cette histoire, des objets, évidemment, j'imagine, des traces. Des traces. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc on est sur un gîte, donc on est vraiment là où les gardiens vivaient, où la famille vivait. Tous les bâtiments justement ont été réhabilités. L'ancienne soie cochon qui aujourd'hui sont devenues les toilettes, l'ancienne remise du pêcheur qui sont devenues les sanitaires. Donc c'est vrai que, en tout cas, les locataires prennent possession de la totalité du site du gardien de phare. Sauf aujourd'hui, petit bémol, c'est le phare en lui-même qui est encore en activité, donc qui ne peut pas se visiter. Mais vous dites il y avait un espace pour les cochons, c'est-à-dire qu'ils étaient en totale autonomie, les gardiens de phare, 1862, ils avaient tout, les poules, les cochons, mais ça se... C'est ça, exactement. Donc ils étaient vraiment, il y a eu des familles complètes qui ont vécu justement sur l'île. Donc ils faisaient justement l'éducation, tout ce qui, donc toute l'alimentation. Évidemment, l'île n'est pas très loin. On est environ sur 300 mètres depuis le rivage. Donc les allers-retours sont faciles d'accès. Mais en tout cas, à l'époque, on n'avait pas les grandes distributions à portée de main. Donc les gardiens, en tout cas les familles, vivaient en quasi-autonomie sur le site. Il y avait une famille par gardien ou il y en avait plusieurs? Généralement, c'était une famille. C'est ça. C'est ça. Une famille par gardien. Puis après, par moment, c'était aussi la relève, la succession qui prenait la suite de justement du gardiennage. Alors aujourd'hui, on peut louer la maison du gardien de phare, ça c'est génial, façon gîte. Attention, alors on est d'accord, vous avez quand même refait pas mal de choses, mais on n'est pas sur un hôtel 5 étoiles. On respecte le lieu. Non, c'est ça, on est sur... Ouais. C'est ça, on respecte le lieu, on est sur un lieu encore très rustique, donc qui a été rénové en 2004. Il n'y a plus de terre battue au sol quand même. Non, il n'y a plus de terre battue, on est sur des parquets, on a des vrais lits, on a une douche à l'eau froide, mais on a une douche. Mais non, et puis surtout on est relié à l'eau courante et à l'électricité. Ah donc oui. On n'est pas forcément, c'est ça, on a quand même un petit confort. D'accord, ce qu'il n'avait pas à l'époque. À quoi ressemble une nuit là-bas? Exactement. Parce que vous l'avez déjà testé, vous, j'imagine, Jérémy? Malheureusement, non. J'ai eu l'occasion de visiter le gîte, mais pas de tester en tant que visiteur une nuit complète. Donc du coup, on est sur un 24 heures complètes sur l'île. Donc, en fonction des jours, les locataires arrivent à 12h ou à 17h sur l'île. Donc, ils arrivent sur l'île en totale autonomie. Ils prennent possession du site et ils doivent rendre les clés 24 heures après. On peut pas louer plus de 24 heures. Ou 48 heures pour les week-ends. D'accord, très bien. C'est ça. Voilà, quand on dit en totale autonomie, évidemment, on amène nos courses. J'imagine que midi ou 17h, c'est lié aux marées et c'est lié aux tempêtes et à la météo? C'est ça. Globalement, c'est lié aux marées et surtout à la disponibilité des transports en bateau. Vu qu'aujourd'hui, donc on est sur une île qui n'est jamais accessible à pied, donc il faut forcément aller en bateau sur l'île. Aujourd'hui, justement, le trajet peut se faire avec le centre nautique de Carantec ou par leurs propres moyens, si les locataires ont un bateau ou peuvent se rendre sur l'île tout seuls. Donc vous louez depuis 2008, c'est ça? C'est ça, depuis 2008, la mairie de Carantec loue le gîte. Et depuis quelques années, maintenant, c'est l'office de tourisme qui a pris le relais. Et alors, on est sur quel type de personnes qui louent? Est-ce que c'est des familles complètes? D'ailleurs, il y a combien de chambres? Est-ce que c'est plutôt en amoureux? Est-ce que ce sont plus des gens de la Bretagne qui connaissent l'île Louette depuis longtemps et qui ont envie de s'offrir ça? Est-ce que ça vient de partout en France, partout dans le monde?
Alors, donc, on est sur un gîte qui peut accueillir jusque 10 personnes. Wow. 10 personnes. Donc, et la typologie, on est globalement soit sur des familles assez nombreuses ou beaucoup de rassemblements. Rassemblements d'amis, rassemblements de familles qui viennent passer 24 heures, certains pour faire la fête, d'autres pour se détendre. Donc, on a un petit peu tous les types de visiteurs. Et pour d'où ils viennent, on est essentiellement sur des gens du Finistère, des locaux, Ah ouais. qui viennent d'un rayon de 50 km. C'est une île que tout le monde connaît, mais voilà, il n'y a que quelques rares élus qui peuvent séjourner sur l'île, et aussi quelques personnes qui viennent de plus loin, région parisienne essentiellement. Ouais, faut-il connaître, et grâce à Sud Radio et grâce à Colin, mon jeune assistant qui vous a trouvé, ben voilà, on diffuse cette information parce que ça peut être, quand on est du côté de la Bretagne pour une nuit, quelque chose d'assez original. Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio dit les meilleurs moments c'est quoi? Ceux des tempêtes. Ça doit être incroyable d'être en pleine tempête sur cette île. C'est ça. Donc l'île n'est pas ouverte à l'année, justement de fait de la complexité d'aller en bateau en hiver, et aussi donc on est sur une île au milieu de la mer. L'isolation n'est pas top. Donc en hiver il peut faire très très froid. Ah oui. Donc le gîte ouvre d'avril à octobre. Les meilleurs moments c'est vraiment avril et octobre. Donc ces moments où c'est encore très calme, où justement le temps peut être encore un peu gris. Donc c'est vrai qu'on est vraiment sur des paysages de carte postale, ou alors en été quand il fait très très beau, parce que justement là on peut vraiment profiter, aller se baigner, profiter du beau temps, profiter de la terrasse. Et on a une colonie de goélands qui a élu domicile justement sur l'île, de l'autre côté de l'île. Donc voilà, il nous dérange pas, les locataires en tout cas, donc c'est assez agréable de vraiment beaucoup juste se posent et lisent justement sous le son des goélands. Est-ce que vous avez une belle histoire à nous raconter, Jérémy, une anecdote de gens qui sont venus, peut-être une demande en mariage, ou est-ce que vous avez eu vent comme ça, vent breton évidemment, d'histoires un peu particulières, d'un visiteur qui vous a marqué, de gens qui sont venus dormir sur cette île? Malheureusement, non. Moi, ça fait que peu de temps que je suis arrivé donc à l'office de tourisme, donc j'ai pas eu encore l'occasion d'avoir des petites anecdotes. Mais on a quand même des gens qui viennent de très loin. On a eu des Suédois, des Finlandais qui sont venus juste pour une nuit à l'île Louette. Donc c'est quand même un endroit qui fait rêver, et pas que en France en tout cas. Il y a une liste d'attente où on peut encore réserver pour cet été jusqu'au mois d'octobre? Alors non, donc nous tous les séjours sont mis à un jour précis, à une heure précise, donc pour l'année. Donc souvent c'est courant novembre. Ok. Et donc les séjours partent en une dizaine, quinzaine de minutes, tous les séjours de l'année. Donc si on veut y aller pour 2026, faut faire attention au mois de novembre sur le site de Carantec. C'est ça, et ce sera même pour 2027. Oh. Pour 2026, pour 2026, la mairie souhaite rénover le gîte. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un gîte, donc ça fait depuis 2008 qui est ouvert, qui n'a pas eu de travaux. Donc on est aussi sur un gîte au milieu de la mer, qui est bercé par les embruns. Donc forcément, les menuiseries, l'isolation, voilà, il est nécessaire de faire quelque chose. Donc là, il sera fermé pour 1 an pour rénovation. Et puis après, donc le gîte réouvrira ses portes avec un petit peu plus de confort, mais tout en restant rustique, pour accueillir justement les visiteurs. Donc là, plutôt, oui, c'est septembre 2026, on espère, mais sinon, ce sera pour 2027. Mais c'est très beau, hein, l'île Louette. Je vais inviter tous ceux qui écoutent l'émission à regarder sur Internet. C'est vraiment très joli. Donc, on rappelle le site, le nom du site pour s'inscrire dès que c'est possible pour 2027. C'est ça. Donc, sur le site Internet donc c'est baie-de-morlaix.bzh. Donc, c'est le site de l'Office de tourisme de Morlaix. Et donc de la baie de Morlaix, et donc du coup on trouve un onglet île Louette où il y a possibilité de s'inscrire à la newsletter. Très bien. La newsletter justement, c'est ça, vu qu'on a plusieurs gîtes un peu insolites sur des îles. Très bien, donc, très bonne idée. La particularité de l'île. Super idée en tout cas d'aller passer, donc maintenant vous l'avez compris, mais ça vous laisse le temps de vous organiser pour aller passer une nuit, voire pour les week-ends 48 heures sur l'île Louette, sur pas loin de Carantec. Merci à vous Jérémy d'être venu sur l'antenne de Sud Radio pour en parler. Merci à vous en tout cas de m'avoir accueilli. Avec bonheur. Et bel été du côté de la baie de Morlaix, cette belle Bretagne. Jérémy Gomez qui est de l'Office de tourisme de la baie de Morlaix et qui est en charge d'ailleurs de l'île Louette et de l'île Callot, qui est pas loin non plus, on pourra en reparler une prochaine fois. Allez, maintenant on va quitter de nouveau la Bretagne, on va partir en Occitanie parce qu'il y a une tournée d'été qui s'appelle Sea, Wine and Sun. Vous voyez où je veux en venir? Bah ouais, c'est bientôt l'heure de l'apéro, dites donc, avec modération.
Sud Radio, la table de l'été. Et juste avant de vous parler de la table de l'été, je vous rappelle qu'à partir de midi, nous allons faire un point complet sur ce qui se passe du côté de l'Aude et puis surtout une émission dans notre dossier de l'été sur la sécheresse avec météorologues, avec hydrogéologues et climatologues également. Et puis nous recevrons aussi le porte-parole des pompiers pour faire un point sur ce qui se passe dans l'Aude. N'hésitez pas, restez bien à l'écoute de Sud Radio, on vous tient informé. Mais pour l'heure, alors on va du côté de l'Occitanie, un petit peu plus haut, et on va rejoindre Kelvin Gouvernaire pour notre table de l'été. Bonjour Kelvin. Bonjour Laurence. Comment allez-vous ? Eh bien écoutez, nous allons très bien. Je dis nous parce que je suis pas très loin des personnes qui ont commencé leur dégustation. Alors pourquoi je vous reçois ? Vous êtes entre autres du label Vin Pays d'Oc IGP et vous avez organisé cette année, c'est pas la première fois, une tournée d'été qui s'appelle Sea Grape and Sun. C'est vraiment un événement incontournable pour savourer l'art de vivre du Pays d'Oc, mais surtout rencontrer ceux et celles, les vignerons qui sont là. Alors on va faire une grosse parenthèse et parce qu'on a beaucoup d'amis vignerons à travers cet incendie exceptionnel qui sont en train de perdre tout et on sait à quel point l'Aude est un pays de vignerons et d'agriculteurs et voilà, de la part de toute l'équipe de Sud Radio, on voulait quand même en parler, Kelvin, parce que c'est très important vu le drame qui se passe en ce moment. Ben, vraiment, on vous remercie beaucoup de ce message. Effectivement, on est en contact avec les vignerons de l'Aude depuis hier après-midi, puisque dans l'IGP Pays d'Oc, le département de l'Aude fait partie de notre dénomination, avec l'Hérault, le Gard et les Pyrénées-Orientales. Et on est vraiment de tout cœur avec eux, en contact avec eux, et on sera à leur côté. Voilà, dès que tout sera réglé, on pense très fort aux hommes du feu et aux femmes du feu qui nous permettent de sauver en priorité des vies et puis ensuite les biens et les vignes. Et on sait à quel point la filière viticole en France souffre beaucoup en ce moment. Voilà, c'est encore un drame supplémentaire et moi, quand j'ai beaucoup interviewé des vignerons, puisque vous savez que je suis passionnée et aussi journaliste vin, ils me disaient de toute façon, on ne peut rien contre le Dieu, notre Dieu, c'est pas le mot Dieu en termes de religion, mais celui qui gère tout, c'est la nature et le climat. Voilà, la météo. Malheureusement, une fois de plus, ils sont sous le joug de cela. Revenons sur quelque chose d'un peu plus peut-être léger par rapport à cette actualité. Cette magnifique tournée, Sea Grape and Sun, vous permet de mettre des vignerons en contact avec la population, des touristes, mais pas seulement. Et vous êtes où aujourd'hui particulièrement ? Alors aujourd'hui, je vais vous faire un peu rêver. Je suis à l'ombre d'un palmier, à vraiment 50 mètres de la mer, au camping Marvilla Parks, le Castellas, à 7, la patrie de Brassens. Oh, bien. Et alors, comment ça se passe ? Il y a plusieurs vignerons qui sont avec vous ? Alors là, tout simplement, nous, on fait étape tous les matins dans les campings et les soirs, on est dans les villes où les campings nous ont accueillis. Donc là, on est au camping à 7 ce matin et en fin de journée, sur le Golden Hour, comme certains disent, au coucher du soleil, de 17h à 21h, on sera sur la place Roger Théron. Et donc, on a une équipe d'animation qui va à la rencontre des touristes pour leur expliquer en premier lieu ce qu'est un cépage, puisque c'est vraiment la spécificité des vins Pays d'Oc IGP. Et autour d'une dégustation, ce matin de Marsanne, des domaines Paul Mas, ou bien c'est plutôt un cépage blanc, rôle. Plutôt oui, blanc, rôle, qu'on appelle en Italie le Vermentino, mais voilà, ça, on est plutôt sur du blanc, ok. Alors voilà, le rôle, c'est effectivement le Vermentino. Donc on a le domaine Layeuse à Metz qui les élabore très bien. On essaye toujours de venir on vient toujours avec 6 cuvées et ce sont les cuvées emblématiques du territoire de nos vignerons ambassadeurs. Et on accompagne cette dégustation de petits grignotages. Et comme on est un label officiel de qualité, l'IGP, on travaille aussi avec d'autres produits de qualité de la région Occitanie et en l'occurrence avec la dégustation de vin, il y a donc des Lucs du Languedoc AOP, ce sont des olives, du saucisson de Port-Noir de Bigorre AOP, et puis aimons les bonnes choses et surtout on aime les partager. Et puis également la biscuiterie La Belle Époque qui nous accompagne avec des petites kimia tomates basilic et bien sûr des zézettes de 7. C'est quoi la zézette de 7 ? Alors la zézette de 7, c'est un biscuit sucré
qui est réalisé avec du vin blanc, en l'occurrence du muscat Frontignan. Alors vous pouvez en trouver soit quand vous venez en vacances chez nous, ou également en grande surface, en commander en ligne sur le site de la Belle Époque, et vous pouvez également en faire vous-même. Vous pouvez trouver ça, la recette très facilement sur Internet. Très bien, mais en tout cas ça fait vraiment, voilà, ça fait découvrir, c'est ça qui est important avec votre label IGP Vin Doc, IGP vin et produits du Pays Doc, c'est vraiment de faire découvrir au maximum ces spécialités que chaque région française propose, hein, et qu'on connaît bien quand on y vit, mais qu'on connaît moins bien quand on y fait qu'y passer pour les vacances par exemple. Vous avez commencé la tournée quand ? Alors, on a commencé le mercredi 30 juillet, donc dans l'Aude, à Barcarès. Et puis après, on a continué notre chemin. On était à Moguio, au Gros-du-Roi, à Port-Camargue, dans le Gard. Et là, on a commencé depuis le 3 août avec la Grande Motte, notre tournée héroltaise. Donc, on s'est arrêté à Frontignan, à Vias, aujourd'hui à Sète. Et puis demain, jeudi 7 août, à Marseillan. Après-demain, samedi 9 août au Cap d'Agde, dimanche à Valras-Plage, lundi à Palavas-les-Flots, mardi 12 à Port-Iragne, et ensuite on ira voir nos amis au Doigt, le 13 août à Narbonne-Plage et le 14 août à Port-la-Nouvelle. En espérant que évidemment tout aille beaucoup mieux rapidement. Quels sont les retours des gens qui ne connaissent pas les produits du Pays Doc, comme ou les vins ou les spécialités gourmandes comme vous nous en avez parlé, quand ils les goûtent, et comment est-ce que c'est une très bonne façon d'ouvrir au-delà de la dégustation, mais la connaissance de ces produits? Exactement. En fait, notre objectif, c'est vraiment de faire voyager par le goût les gens qui sont en vacances sur notre territoire. Ce qui les surprend énormément, c'est cette spécificité cépage. Je vais vous prendre un exemple. Hier, on avait des touristes alsaciens qui sont venus nous rendre visite. Et on leur a fait goûter un Gewürztraminer, donc qui est un cépage emblématique de l'Alsace. Oui. Mais en IGP Pays Doc, on a le droit d'élaborer des vins en Gewürztraminer. Bien sûr. Et bien là, ils étaient un peu réfractaires au départ en disant non mais et les sudistes, vous n'allez pas nous apprendre ce que c'est un Gewürztraminer. Eh ben non. Hein. Et après la dégustation, ils étaient agréablement surpris et ils nous ont dit franchement, on va aller voir le producteur parce qu'il faut absolument qu'on ramène ça à nos amis. Voilà, c'est des belles découvertes, des belles rencontres également. Au-delà de cette histoire, vous en avez une autre à me raconter ? Alors, des anecdotes, on en a plein. Oui. On n'a pas encore réalisé de mariage autour du food truck de l'IGP Pays Doc, mais par contre, il y a de belles amitiés qui se nouent parce que ce qu'on essaye de faire, on a des manches debout pour la dégustation et on invite les gens à partager la table avec d'autres personnes. Et puis, l'année dernière, on avait donc 2 couples qui s'étaient rencontrés et finalement, ils ont une résidence secondaire. Ils se sont donné rendez-vous sur l'étape pour se revoir cette année, et ça c'est très très agréable de voir que c'est les valeurs de l'art de vivre en Pays Doc, c'est ça aussi, c'est créer des amitiés, de découvrir des bonnes choses, de boire du vin, alors bien sûr toujours avec modération, bien évidemment, mais c'est aussi de montrer à travers cette tournée qu'on peut boire du vin différemment. Par exemple, depuis l'année dernière, on a créé des cocktails à base de vin. Donc on distribue ce livret recette et les gens repartent avec et comme ça ils peuvent le refaire à la maison. Kelvin, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour parler de cette extraordinaire tournée que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que l'idée est très bonne. Si Grappe and Son, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Kelvin Gouvernaire. Merci à vous tous et à tous les auditeurs et belles vacances. Merci. À 7 aujourd'hui pour ceux qui sont du côté de la belle ville de Sète. N'hésitez pas à aller les retrouver. Dans quelques instants, le retour de l'info sur Sud Radio. Et puis, nous aurons notre dossier de l'été juste après le journal de midi. On va parler de cette sécheresse qui frappe fort, très fort, trop fort. 32 départements en situation de crise, des incendies dont celui que l'on vit actuellement majeur, dramatique, celui qui ravage l'Aude. On en parlera avec des experts. Restez avec nous au 0826 300 300. Vous pouvez venir également pour nous retrouver et poser toutes vos questions. Laurence Perrault. Je vous donne votre rendez-vous de 12h40 où on va prendre le large du côté du musée de la Poste. On va découvrir une très belle exposition qui s'intitule La Fabrique du Temps. Mais tout de suite, je vous propose de débuter avec notre dossier de l'été sur la sécheresse et ses conséquences. Sud Radio,
Le dossier de l'été. 32 départements français sont désormais en situation de crise hydrique selon la plateforme Vigio. Comment en est-on arrivé là? On va faire un point sur la grande sécheresse qui touche la France et en particulier l'Aude, mais direction l'Aude d'ailleurs où le feu continue de ravager le massif des Corbières. Clément Barguin. Oui, c'est le plus gros incendie de l'été, le plus important en France depuis au moins 20 ans. 13 000 hectares de végétation partis en fumée en moins de 24 heures. Le feu qui a progressé très vite à 6 km/h. Près de 2000 pompiers sont mobilisés. Les rotations des appareils bombardiers d'eau ont repris ce matin dès 7 heures. Une femme de 65 ans qui a refusé d'évacuer est décédée chez elle. Il y a aussi un disparu. Selon le dernier bilan de la préfecture, 9 personnes ont été blessées, 2 civils, dont un grièvement brûlé et 7 sapeurs-pompiers. Le Premier ministre François Bayrou est attendu sur place dans l'après-midi. Et si l'enquête aujourd'hui, à ce moment, à 12h08, ne peut pas définir ou dévoiler la cause de cet incendie, sérieusement, la sécheresse, surtout qui touche l'Aude depuis plusieurs années, y est pour beaucoup sur la façon dont ce feu se propage, y compris les vents. On va parler de sécheresse dans quelques instants avec Patrick Marlière, qui est météorologue, Violaine Biot, qui est hydrogéologue, et Simon Mittelberg, qui est climatologue. Mais tout de suite, je voudrais accueillir Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour, monsieur Brocardi. Bonjour. Alors je sais que vous êtes très pris, donc on ne va pas vous garder trop longtemps, que vous êtes très demandé. À ce moment, la situation n'est toujours pas stabilisée, le combat est loin d'être terminé. Le combat, vous savez, dans ce genre de situation, il est extrêmement loin d'être terminé parce que de toute façon, il faut adopter cela avec beaucoup d'humilité parce que le sujet aujourd'hui, c'est un feu qui est extrêmement virulent, qui a démarré tel une bombe incendiaire avec une onde de choc de 5,5 km/h en termes de vitesse de propagation. Donc vous voyez que le sujet aujourd'hui, c'est déjà d'une part d'essayer de préserver un maximum les habitations, de surtout d'éviter à ce que le bilan humain soit alourdi, avec un engagement total des sapeurs-pompiers qui compte déjà près de 7 blessés légers, heureusement, mais qui prouve encore une fois le total engagement de ces soldats du climat. Comment travaillent les soldats du feu en ce moment là sur le terrain ? Écoutez, les soldats du climat, tels qu'on préférerait aujourd'hui les appeler, parce que c'est une des conséquences aujourd'hui du dérèglement climatique qui permettent aujourd'hui de mettre en lumière toute l'action des sapeurs-pompiers et toute leur adaptation face à ces enjeux climatiques. Le travail est extrêmement difficile, complexe, il n'y a pas de stabilité stratégique, parce qu'aujourd'hui nous avons affaire à un vent qui est extrêmement capricieux, un vent qui est parti très fort jusqu'à très tard dans la nuit, qui n'a pas permis à un moment donné tout répit des sapeurs-pompiers, qui n'ont même pas pu se mettre au contact des feux et des flammes, tellement la dangerosité était là. Donc c'est pour vous dire que la stratégie mise en œuvre par le commandant des opérations de secours et par l'ensemble, on va dire, de la préfecture en termes de coordination, a été dévolue dans le fait de pouvoir, sauver des vies, protéger des habitats, essayer d'accompagner le feu vers des zones soit pyro-résistantes, soit tout simplement d'essayer de le canaliser dans des zones où il n'y a plus, on va dire, de risques particuliers pour les populations. 15 communes touchées au total, vous en parliez vous-même, c'est le changement climatique aussi, il y a le vent bien sûr, mais changement climatique et l'Aude, département extrêmement touché par la sécheresse, ça va être notre sujet. Ça explique entre autres l'intensité de ce feu hors norme ? Tout s'explique en termes d'intensité au niveau du feu hors norme. C'est vrai qu'à ce jour, le sujet, on va dire, de la sécheresse des sols, d'un vent beaucoup plus fort, le fait qu'on soit sur un département qui est déjà très aride depuis quelques mois, quelques semaines même, et on se souvient déjà que les feux de Sigean ont mis à mal déjà le dispositif opérationnel, qui est encore une fois très sollicité, montre encore une fois que quelle que soit l'origine, ce qu'il faut constater, c'est la vitesse de développement d'un sinistre et ses conséquences derrière. Là, on a eu malheureusement une femme de 65 ans qui a refusé d'évacuer son domicile et malheureusement qui est décédée dans ce feu. Il faut suivre vraiment les consignes. Ce sera le mot de la fin, commandant Brocardi. Suivez les consignes des autorités et des sécurités. Je crois qu'il faut le dire, le rabâcher, le répéter, c'est suivre les consignes, anticiper ses déplacements, ne pas passer dans les zones interdites. Laisser les sapeurs-pompiers travailler méthodiquement en essayant de libérer un maximum les voies de communication et les voies routières. Parce qu'aujourd'hui, c'est essentiel pour un bon acheminement des secours et permettre de répondre présent, tel que le font actuellement les sapeurs-pompiers de l'ensemble du territoire national, à la fois sur des missions du quotidien, mais aussi dans l'exceptionnel, comme on le voit comme aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, commandant Éric Brocardi. Je vous laisse, évidemment, parce que je sais que vous êtes très demandé, il y a beaucoup de travail, donc merci d'avoir été avec nous et évidemment toute l'équipe de Sud Radio avec tous les soldats du feu sur le terrain par la pensée. En tout cas, on peut au moins faire ça. Porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Alors évidemment, on va faire un sujet sur la sécheresse. C'était
on est vraiment, enfin voilà, moi je suis très bouleversée par ce qui se passe là-bas. Je pense comme vous tous à tous nos amis de l'Aude. On va en parler de cette sécheresse parce que je vous l'ai dit en préambule, on a 32 départements français qui sont désormais en situation de crise hydrique. Si vous-même, quel que soit le département où vous habitez, vous souffrez de la sécheresse dans vos métiers, dans vos quotidiens, vous êtes agriculteur, n'hésitez pas, ou autre, venez témoigner au 0826 300 300. Je vais accueillir Patrick Marlière, qui est météorologue et directeur de Media Weather. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous aurons également Violaine Beau, qui est hydro. Bonjour. Je voudrais déjà, si vous le voulez bien, Patrick, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un état des lieux aujourd'hui, météo de ce début août en France ? Écoutez, quand on regarde, en tout cas sur la moitié sud du pays, la sécheresse qui s'est installée due aux températures très élevées. Et là, l'événement qu'on surveille depuis quelques jours maintenant, c'est cette vague d'air chaud qui remonte du Portugal et de l'Espagne, où on a déjà dépassé les 40 et avoisiné les 45 degrés. Elle envahit toute la France et la progression va se faire tout au long de cette fin de semaine, où le mercure, d'ici dimanche, va dépasser les 30 degrés sur quasiment l'ensemble du territoire, à part peut-être une petite bande côtière près de la Manche. Bon voilà, on a une situation de sécheresse qui est vraiment importante, d'autant que si on regarde dans la zone qui est impactée, dans le département de l'Aude, on a en moyenne par an 40 jours, 42 jours où les températures dépassent les 30 degrés à l'ombre. Eh ben, on a déjà atteint ce chiffre ici début août, et les prévisions météo pour les 10 à 15 jours à venir maintiennent des températures à plus de 30 degrés. Donc on va battre des records de nombre de jours à plus de 30 degrés sur ces départements, et ça va bien évidemment accentuer tous les autres phénomènes qui l'accompagnent. Alors là, pour l'instant, la situation sur le département de l'Aude va légèrement s'améliorer avec un changement d'orientation des vents, un vent marin qui va s'installer quelques jours, qui va faiblir un peu en intensité, mais les températures restent très élevées, et c'est un des éléments majeurs pour cette vigilance. Et bien alors du coup, là, je rebondis, Patrick, ce vent marin qui va changer, enfin qui va devenir vent marin, et vous dites ça va un petit peu s'améliorer. Quels sont les axes d'amélioration de ce type de vent par rapport à l'autre vent qui fait propager ce feu intense à plus de 5 km/h ? C'est-à-dire que quand le vent vient de la Terre, ce vent, cette tramontane qui vient de la Terre, elle est plutôt sèche, et donc c'est elle qui provoque aussi cette baisse de l'humidité qui devient inférieure à 30%, cette fameuse règle des 3-30, 30 degrés de température, moins de 30% d'humidité et des rafales de vent à plus de 30 km à l'heure. Là, avec ce changement d'orientation des vents, ce vent marin va apporter évidemment de Méditerranée une masse d'air beaucoup plus humide, ce qui fait que l'humidité de l'air va dépasser les 50 à 70%, et donc on va retrouver une humidité un peu plus importante, au cas dans les basses couches de l'atmosphère. Le vent, lui, restera modéré. En revanche, je vous dis, le seul paramètre qui ne bouge pas, ce sont les températures qui, elles, vont rester au-dessus des 30 degrés. Pour faire un focus sur l'Aude à ce moment de notre émission, même si on parlera de la sécheresse sur les 32 autres départements, et dans quelques instants, je vais demander à Violaine Beau, qui est hydrogéologue au Bureau de recherche géologique et minière, où en est la France au niveau de nappe phréatique. Mais comment est-ce qu'on explique cette sécheresse historique dans ce beau département de l'Aude depuis presque 4 ans maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il se passe quoi au niveau de la météo? On a l'impression qu'il y a un barrage, les nuages, ils vont pas, il pleut pas, quoi. Patrick. Alors, oui, c'est vrai que quand on regarde les quantités de précipitations attendues sur ce secteur, on est depuis 4 ans en déficit pluviométrique. Et donc, évidemment, la situation ne s'améliore pas. D'autant que dès qu'il y a un petit passage de pluie sur ce secteur, ce sont bien souvent des pluies d'orage, pas forcément pertinentes, parce que ces pluies, elles tombent en très grosse quantité dans des espaces-temps très courts. Elles ne s'infiltrent pas dans les sols et généralement ne rejoignent pas les nappes phréatiques. Donc, la situation est vraiment un peu spectaculaire, en tout cas dans ce golfe du Lion, où dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, la situation était vraiment inquiétante depuis effectivement quelques années. Mais comment on explique cette situation météorologique? Bien sûr, on a le changement climatique, mais on a l'impression qu'on est de plus en plus sur des météos africaines. Ah oui, mais vous savez, on a souvent évoqué un nouveau mot qui est apparu dans le vocabulaire des météos, ces fameuses gouttes froides que l'on trouve isolées sur le proche Atlantique, notamment un peu à l'ouest du Portugal, et qui font remonter cet air chaud d'Afrique du Sahara, qui nous amène parfois ce sable dans l'atmosphère et que l'on voit dans le ciel de nos régions. Mais effectivement, des situations sont un peu paradoxales. Effectivement, le sud de la France est un peu à l'écart de tout ce qui se passe d'habitude dans ce secteur, et effectivement, on
on est en déficit de pluie vraiment inquiétant. Et donc, malheureusement, la situation ne semble pas vouloir s'améliorer. C'est ça qui est inquiétant. Déficit de pluie inquiétant. Violaine Beau, vous qui êtes hydrogéologue au Bureau de recherche géologique et minière, on en est où sur les nappes phréatiques à date ? Alors, il faut d'abord comprendre que pour les nappes phréatiques, c'est pas les pluies les plus récentes qui les impactent, ou l'absence de pluie les plus récentes, mais on travaille plutôt à l'échelle de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc il y a 2 types de nappes à l'échelle de la France, donc surtout le bassin parisien et de l'Artois, et sur le couloir du Rhône et de la Saône, on a de la chance d'avoir des nappes très inertielles. Donc en fait, c'est les pluies de 2024 et de 2025 qui rentrent en compte. Et donc sur ces secteurs, on a encore des niveaux qui sont au-dessus des normales, puisqu'on a encore le bénéfice de toutes les pluies qui sont tombées en 2024. Et puis sur le reste de la France, on a des pluies les pluies récentes jouent beaucoup plus. Donc c'est les pluies du printemps et puis de ce début d'été qui jouent. Et donc on a des situations un peu plus contrastées, donc plus déficitaires sur la partie nord, puisqu'il a très peu plu, notamment durant la fin de l'hiver et au printemps, là où vraiment les pluies arrivent à s'infiltrer et à rejoindre les nappes. Et puis c'est un petit peu meilleur sur le sud, avec des niveaux qui sont un peu plus contrastés. Alors selon les secteurs, donc vous parliez de l'Aude où effectivement les niveaux, comme pour les Pyrénées-Orientales, sont très en dessous des normales. Mais ailleurs, ça dépend en fait. Sur la Provence et la Corse, on est au-dessus des normales. Sur la partie Aquitaine, on est un peu en dessous. Ça dépend des plus récentes. Est-ce qu'on peut parler d'un retard structurel pour certaines recharges de nappes ? Alors oui, c'est ce qu'on voit depuis quelques années avec le changement climatique. C'est que la recharge, en fait, elle se fait principalement à la fin de l'automne jusqu'au début du printemps, donc quand la végétation est en dormance. Les pluies arrivent à s'infiltrer en profondeur et à rejoindre les nappes. Et avec les températures qui sont de plus en plus élevées, la végétation se met en dormance de plus en plus tardivement. On voit des arbres qui sont encore bien verts tout octobre. Et puis de même au printemps, elle reprend plus tôt. Donc on a des périodes de recharge qui se raccourcissent. Une question qui va peut-être vous paraître de béotienne que je suis, donc voilà. Si jamais l'Aude, où il y a un feu aussi dans l'Hérault, dans une autre commune, mais a priori plus petit, mais bref, tous les feux qui a eu lieu aujourd'hui et tout l'été et depuis des années, si les nappes phréatiques étaient chargées, comme par exemple dans l'Aude, si les nappes phréatiques étaient vraiment très chargées, est-ce qu'on pourrait éviter ce type ? Est-ce que les incendies auraient moins d'impact ? Est-ce qu'ils seraient moins grands ou non ? Alors je ne pense pas, sauf dans les secteurs où vraiment la nappe elle est subaffleurante, donc directement sous nos pieds, où en fait ça maintiendrait probablement une humidité suffisante des sols pour limiter le feu. Mais ailleurs, en fait, la nappe elle est en profondeur à plusieurs mètres de profondeur. En moyenne, elle est à peu près à une vingtaine de mètres de profondeur à l'échelle de la France, donc ça n'a pas d'impact qu'elle soit un peu plus haut ou un peu plus basse sur les feux. Et on parle de sécheresse aujourd'hui, évidemment, en raison de ce feu exceptionnel et dramatique qui se passe actuellement dans l'Aude. Restez en notre compagnie, Violaine et Patrick Marlière, météorologue et directeur de MediaWeather, Violaine Beau, hydrogéologue du Bureau de recherche géologique et minière. Nous allons recevoir dans quelques instants Simon Mittelberger, qui est climatologue pour Météo France et qui nous fera un rapport sur le monde et en particulier l'Europe, de ce qui se passe également. Et vous êtes attendu au 0826 300 300. Est-ce que cette sécheresse a un impact sur votre quotidien ? Est-ce que vous faites attention ? Est-ce que vous changez les choses ? Est-ce que vous êtes agriculteur ou un métier lié avec la nature et effectivement la sécheresse a des conséquences ? Venez en parler au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Le dossier de l'été. Et vous le savez, nous parlons de la sécheresse aujourd'hui et de ses conséquences dans les dossiers de l'été, puisque 32 départements français sont actuellement en situation de ce qu'on appelle une crise hydrique, selon la plateforme Vigio. Comment on en arrive là ? Comment la météo peut, le climat, expliquer cette sécheresse ? À quoi faut-il s'attendre ? On en parle avec nos experts et vous le savez, on a aussi voulu ce sujet en raison de cet extraordinaire et dramatique incendie qui fait partie a priori des 5 plus gros incendies de l'histoire de notre pays et qui se joue actuellement dans l'Aude. On est en compagnie de Patrick Marlière, qui est météorologue et directeur
directeur de MediaWeather. On est également en compagnie de Violaine Beau, hydrogéologue au bureau de recherche géologique et minière. Et puis aussi également avec Simon Mittelberger, qui est climatologue pour Météo France. Bonjour Simon. Bonjour. Je ne sais pas si j'ai bien dit votre nom et je m'en excuse. Mittelberger ou Mittelberger? Mittelberger. Voilà, toutes mes excuses. On va accueillir d'ailleurs Vanessa dans quelques instants, qui a composé le 0826 300 300, puisqu'elle veut témoigner sur les conséquences de la sécheresse sur son métier. Mais avec vous, Simon, je voudrais qu'on en sache un petit peu plus. Ce que l'on vit actuellement en France, est-ce que c'est un phénomène qui est isolé à notre pays, qui s'inscrit dans malheureusement une tendance européenne, voire mondiale ? Alors oui, on s'inscrit sur un phénomène à l'échelle de l'Europe où on a une sécheresse qui s'est installée dès la saison printanière, qui a concerné principalement le nord de l'Europe et le nord de la France. Et on a une sécheresse qui s'est généralisée au mois de juin, qui s'est aggravée au mois de juillet et qui concerne désormais tout notre pays. On en parlait également avec Patrick Marière ou avec le commandant qui était avec nous des pompiers, le commandant Brocardi. Tout ça est également, il y a un vrai lien avec le réchauffement climatique. Vous le constatez, vous qui êtes climatologue, donc vous étudiez le climat dans sa globalité. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que l'on constate déjà. On sait que dans un contexte de réchauffement climatique, on s'attend à avoir des précipitations plus faibles lors de la saison estivale et avec des températures plus élevées, ce qui aggrave justement ces phénomènes de sécheresse. Est-ce que ce modèle que vous prévoyez, vous, Simon Mittelberger, qui est climatologue auprès de Météo France, vous prévoyez malheureusement davantage d'événements extrêmes comme tous ceux qu'on vit, et en particulier celui qui touche l'Aude aujourd'hui et hier? Alors oui, tout à fait. De manière générale, on va vers des sécheresses à la fois plus intenses, plus longues, c'est-à-dire qui débuteront plus tôt dans de la saison, mais aussi qui vont se terminer plus tard avec un prolongement de ces épisodes à l'automne. Et quelles sont les zones dans l'Europe et dans le monde qui, elles aussi, sont actuellement sous stress hydrique et en sécheresse ? Alors, à l'échelle de l'Europe, on est sur toute une zone proche du bassin méditerranéen et aujourd'hui, en Europe, c'est surtout l'Europe de l'Est, avec notamment la Turquie, les pays d'Europe de l'Est qui sont touchés par une sécheresse importante. Et eux aussi dans les mêmes, les mêmes niveaux que les nôtres ? Alors dans des niveaux un petit peu plus critiques que ce qu'on connaît actuellement aujourd'hui en France, mais la sécheresse que l'on connaît, qui s'est généralisée là, au cours de ce mois de juillet, pourrait s'aggraver dans les jours à venir avec de très faibles précipitations qui sont attendues et surtout avec le retour des températures à la hausse. Comment vous étudiez tout cela ? Faites-nous rentrer dans votre façon de travailler. Alors à Météo France, on a tout un ensemble d'observations avec des stations météorologiques. On utilise aussi des modèles numériques pour anticiper, prévoir et mesurer l'état hydrique dans notre pays, donc l'état de la pluviométrie ou bien l'état de nos sols. À combien de temps de différence ? C'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 2 ans, 5 ans ? Alors on le fait en temps réel en regardant ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé la veille. Également, on fait des prévisions sur les prochains jours à venir, sur globalement les prochaines semaines. Et on fait aussi des simulations climatiques à une échelle beaucoup plus lointaine pour anticiper ce que l'on pourrait avoir à l'horizon de la fin de notre siècle, par exemple. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ce qui va se passer, par exemple, sur le mois d'août, d'ici la fin du mois d'août ? Alors là, d'ici la fin du mois d'août, donc on va avoir des températures qui vont remonter à la hausse, qui commencent dès aujourd'hui, dès demain, sur la moitié sud du pays, avec un pic de chaleur qui va concerner l'ensemble de notre pays, qui va gagner la moitié nord en début de semaine prochaine. Et donc toutes ces températures à la hausse vont s'associer évidemment avec une très faible pluviométrie, voire une pluviométrie presque inexistante dans ces prochains jours, ce qui va aggraver justement cette situation de sécheresse qui s'est installée sur notre pays. On peut en parler de canicule ? Alors c'est encore un peu tôt pour le dire. Il faut la notion de canicule et la notion de vigilance qui sera associée sera vraiment affinée au plus proche et en fonction des prévisions des jours à venir. Simon Mittelberger, vous qui êtes climatologue à Météo France, ça veut dire que les étés à venir, y compris celui-ci qui n'est pas terminé, vont être de plus en plus chauds, voire brûlants ?
Oui, tout à fait. On s'attend à avoir des étés de plus en plus chauds, un peu à l'image des étés qu'on a connus précédemment, notamment avec l'été 2023 ou l'été 2022. Encore une fois, sont des exemples parfaits de l'évolution de notre climat par rapport aux étés que l'on a connus dans les années précédentes, notamment au XXe siècle. Et ça nous donne un avant-goût de ce qu'on pourrait connaître des prochaines années. Merci beaucoup Simon Mittelberger, vous qui êtes climatologue pour Météo France, d'être intervenu dans notre dossier de l'été sur la sécheresse qui touche la France, et on vient de le voir, pas seulement, puisque l'Europe est également touchée, l'Europe du Sud, mais aussi l'Europe de l'Est. Là, je voudrais qu'on donne la parole à Vanessa, qui nous a rejoint au 0826 300 300 avant de retrouver Patrick Marlière et Violaine Beau. Bonjour Vanessa. Bonjour Laurence, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous et d'avoir fait le 0826 300 300. Vous êtes ouvrière agricole dans le Gers, hein, c'est ça? Oui. Et vous subissez la sécheresse? Eh bien voilà, comme l'a dit votre invité précédent, on l'a déjà subi en 2023, les mêmes circonstances. Donc nous, on a de la vigne et du bétail, on a des vaches. Et effectivement, la vigne souffre énormément, alors que c'est quand même une plante très résistante de base quand même. Et là, la sécheresse l'a fait souffrir énormément. On a replanté des jeunes plants qui, eux, ne survivent pas à cette sécheresse, malgré qu'on essaye de les arroser un peu. C'est très compliqué d'arriver à les maintenir. On a plus de la moitié qui ne survit pas. Et pour le bétail, c'est pareil. On a des mares alimentées par des sources naturelles qui, je suis pas sûre qu'on arrive à la fin du mois d'août rien qu'avec ces mares. On va être obligé de les alimenter en eau différemment, parce que là déjà, on a une mare qui est déjà quasiment vide. Et quand vous dites différemment, vous pensez à quoi alors du coup? Eh bien, on va devoir leur amener des tonnes à eau. Au lieu d'utiliser les éléments naturels, on va être obligé d'avoir une facture d'eau plus élevée, tout simplement, pour pouvoir les hydrater, parce que faut savoir qu'une vache, ça se boit énormément quand même. Donc voilà, ça va être... j'ai une amie qui, elle aussi, a du bétail et qui m'a proposé éventuellement, elle qui a une grande réserve d'eau, d'éventuellement nous proposer d'aller chercher l'eau dans sa réserve à elle, pour pouvoir, la solidarité, on va dire, entre agriculteurs, et aussi la bienvenue, quoi. Et puis, on a des céréales et tout, donc c'est vrai qu'on fait très, très attention à l'utilisation du matériel dans les champs. On l'utilise plutôt le matin quand il y a un peu de rosée. Oui, pour pas faire déclenchement. Pour pas avoir un déclenchement d'étincelles. Voilà, tout à fait. Fin de matinée, on est déjà, tout est rangé et on ne se sert plus de rien, quoi. Ouais. Parce que bon, il y a déjà des feux assez importants, même dans le Gers, hein, on en a déjà pas mal un peu partout. Donc on peut éviter de faire comme dans l'Aude. On a la chance, nous, de pas avoir le vent qu'ils ont eux, mais on passe des années à avoir de plus en plus de tempêtes, de vent toute l'année, quoi. Oui, c'est ça. On va demander d'ailleurs à Patrick Marlière. Vous confirmez bien ce que nous dit Vanessa, qui témoigne en direct sur Sud Radio, c'est que c'est loin de changer, quoi. Patrick ? Oui, pardon. Tout à fait. Oui, c'est effectivement, c'est pour le monde agricole dans sa globalité, quelles que soient les régions de France, ils sont tous impactés par cette situation météo qui les oblige là, par exemple, à gérer le fait qu'on soit en situation de sécheresse et en déficit pluviométrique pour arroser qu'à certains moments de la journée et tout ça, et ça impacte directement la croissance de chaque plantation. Donc, c'est vraiment inquiétant. Violaine Beau, avant de vous remercier tous les trois d'être intervenus sur Sud Radio, vous qui êtes hydrogéologue au bureau de recherche géologique et minière en direct sur Sud Radio, est-ce que cette sécheresse est plus précoce selon vous ou plus intense que celle des années précédentes ? Alors sur les nappes, non, puisqu'on a eu de la chance d'avoir beaucoup de pluie en 2024 et puis aussi une partie de l'hiver qui a été bien pluvieux en 2025. Donc non, les niveaux ils sont bien plus hauts qu'en 2022 et 2023. Par contre, ils sont plus bas qu'en 2024. Ah, d'accord. Et ça, on le voit dans nos rivières et dans nos fleuves, hein, d'ailleurs. Hein, ils sont taris sur pas mal de régions où ils sont moins vivants, en fait.
Alors oui, parce qu'en fait, les nappes et les cours d'eau, ils sont en relation. Et donc l'été, quand il ne pleut pas pendant plusieurs semaines et que vous avez encore de l'eau dans les cours d'eau, c'est de l'eau qui viennent des nappes. Donc quand les nappes sont assez basses, elles ont du mal à recharger les cours d'eau. Donc sur les secteurs où les nappes sont assez hautes, eh bien vous avez encore bien de l'eau dans les cours d'eau. Et puis l'inverse aussi est vrai sur les secteurs où les nappes sont basses. Patrick et Violaine, je vais vous enlever vos casquettes un petit peu professionnelles, quoique je vais quand même les garder pour la dernière question. Je vous demanderai d'y répondre tous les deux. Il y a des solutions plutôt locales et durables pour améliorer la situation à moyen terme, à votre avis, et surtout, nous les particuliers, le comportement que l'on peut avoir, est-ce que ces gestes économes dont on nous parle beaucoup ont un véritable impact sur la sécheresse? Patrick. Pour moi, en tout cas, un des enjeux importants des années à venir, c'est comment récupérer les eaux pluviales de façon plus importante pour chacun d'entre nous. Alors, on le voit, la multiplication pour les petits jardiniers amateurs de récupérer cette eau pour arroser nos jardins, parce que elle manque aussi dans les jardins. Et ça, c'est vraiment un enjeu très important, parce que l'Espagne recueille beaucoup plus d'eau pluviale que nous en France. On est vraiment, nous, ici, au minimum, et c'est peut-être là vers cette destination qu'il faut travailler. Ouais, tout à fait. Et vous, pour conclure, Violaine? Alors sur les nappes, on peut jouer soit sur la recharge, donc obliger l'eau à rejoindre les nappes, soit effectivement sur les prélèvements, puisque la plupart de nos prélèvements viennent des eaux souterraines. Donc effectivement, sur les prélèvements, chaque geste compte, puisque 70% de nos prélèvements eau potable viennent des nappes. Donc, dès que vous ouvrez un robinet, c'est la nappe qui alimente. Donc effectivement, chaque geste compte pour y compris la douche. Les prélèvements. Ne restez pas, ça c'est un message privé à mon neveu. 10 minutes sous la douche, s'il te plaît. Merci à tous les trois. Vanessa, parce qu'elle nous a appelé au 0826 300 300 pour témoigner. Merci à Manu de l'avoir accueilli comme il sait le faire au standard. Patrick Marlière, météorologue et directeur de Média Weather, et Violaine Beau, hydrogéologue au bureau de recherche géologique et minière. On termine là ce dossier de l'été sur les sécheresses. Mais quant à moi, je ne vous quitte pas maintenant. On va changer totalement de registre et on va aller se préoccuper de notre rapport au temps à travers une très belle exposition pour cet été, par exemple. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Et nous allons terminer nos routes de l'été dans quelques minutes avec notre ami Rémi André qui va nous emmener dans ses escapades. Et juste après le journal de 13h, Jacques Pessis vous donne rendez-vous pour son émission Les Clés d'une vie. Il reçoit Stéphane Guyon. Mais tout de suite, moi je vous propose de nous poser la question de notre rapport au temps avec une exposition que j'ai beaucoup aimée. C'est pour ça que je vous la propose. Elle se joue actuellement au musée de la Poste. Ça s'appelle La Fabrique du Temps. Vous êtes en train de vous dire, ah bon, la Poste c'est un musée? Oui, je vous en parle en détail avec mon invité tout de suite. Sud Radio, les sentiers de l'été. Céline Neveu, bonjour. Bonjour. Vous êtes évidemment du musée de la Poste, entre autres. Je voudrais qu'on parle un petit peu du musée de la Poste avant de parler de cette très belle exposition de la Fabrique du Temps. Alors, le musée de la Poste est un musée qui est situé juste à côté de la gare Montparnasse, au 34 boulevard de Vaugirard. Et c'est un musée qui parle de la société, de la transmission, des messages. Et c'est un musée qui a des collections assez riches et variées, à la fois historiques et aussi artistiques, et qui fait des expositions. Voilà, et puis la Poste, c'est quand même notre patrimoine aussi, historique. Alors moi, j'ai eu la chance de le visiter, ce musée. Il est exceptionnel. Il est dans le 15e arrondissement. Alors c'est quand vous allez vous passer sur la région parisienne ou à Paris, faites une halte au musée, parce que ne serait-ce que l'exposition qui est tout le temps là, sur l'histoire de la Poste en France, rien qu'elle déjà, elle vaut largement le déplacement. Voilà, il y a 3 plateaux de collection permanente qui parlent effectivement de l'histoire de la société, et c'est vraiment les collections et le cœur du musée de la Poste. Oui, parce que la Poste a toujours accompagné nos vies depuis la nuit des temps. Et en l'occurrence, puisque je parle de la nuit des temps, cette très très belle exposition temporaire dit « Quand reviendras-tu » Vous vous souvenez de cette belle chanson de Barbara? Alors moi, je vais vous proposer de vous arrêter un instant pour questionner le temps qui file, ce temps qu'on mesure, qu'on redoute, qu'on oublie. Cette exposition est assez incroyable. Sa directrice, puisque vous êtes la directrice entre autres du musée de la Poste et de cette exposition aussi, vraiment, c'est un titre d'ailleurs, La Fabrique du Temps, qui m'a interpellée au début. Pourquoi ce titre, Céline? Alors moi je suis la commissaire de l'exposition, et effectivement je suis responsable des expositions. Et alors le titre La Fabrique du Temps, mais en fait ça renvoie aux coulisses et aux engrenages. En fait l'idée c'est
donner à voir le temps à travers les instruments de mesure. Et tout ça, en fait, c'est une construction de l'homme. Donc d'où cette idée de fabrique, pour être un peu dans l'envers du décor. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de monter cette exposition et de questionner le temps ? Déjà, le lien entre la Poste et le temps est un sujet vraiment intimement lié. La Poste, elle doit composer avec, le mesurer, le maîtriser et l'anticiper dans ses activités. Et puis, dans le cadre des recherches que j'ai menées pour cette exposition, du coup, le point de départ de l'exposition, c'est quand même 1839, où la Poste a été initiatrice d'un temps coordonné sur le territoire. En fait, elle a saisi le gouvernement parce qu'elle n'arrivait pas à mener à bien ses activités, comme le temps n'était pas uniforme sur tout le territoire. Et donc, ça a donné un premier pas, une première impulsion pour avoir une heure de référence. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, ce qu'on demandait du coup au maire des communes où le courrier passait, c'était de régler les horloges en se référant à un petit annuaire qui est l'annuaire du bureau des longitudes et à l'heure qui était sur le cadran solaire, pour avoir l'heure la plus juste possible. En fait, ça veut dire que la Poste a littéralement synchronisé la France, et ça, dès le 19e siècle. Un premier pas en 1839, effectivement, et c'est là que s'ancre le propos de l'exposition. Voilà, il y a l'unification des horloges, et d'ailleurs, vous aviez, à l'époque, évidemment, vous travaillez aussi, il y avait un vrai parallélisme avec la SNCF, sur cette histoire d'unification du temps sur la France. En fait, dans un deuxième temps, il y a eu l'heure de la SNCF en 1864, et là, après, la Poste s'est calée sur l'heure des trains. Mais le premier marqueur, donc, c'est 1839, et puis après, faut pas oublier qu'il y avait l'horloge parlante, qui a été en place de 1933 à 2022, et c'est en collaboration avec les PTT qu'on pouvait appeler et avoir l'heure en temps réel, et en fait, on était connecté à l'Observatoire de Paris, qui donnait l'heure la plus précise possible et la seule qu'on pouvait avoir, en fait. Les plus jeunes générations n'ont pas connu ça, l'horloge parlante. Ça, c'est assez incroyable. Vous avez vraiment proposé, là, pour cette exposition, vous qui êtes la commissaire de l'exposition, Céline Neveu, il y a du patrimoine postal, il y a de la science, il y a de l'art contemporain. Je voudrais que l'on parle de votre expert scientifique qui vous a aidé à travailler sur cette exposition de la Fabrique du temps. Alors effectivement, le parti pris de l'exposition, c'est de montrer la place des instruments de mesure dans l'histoire de la Poste et leur interprétation par des artistes contemporains. Donc en fait, ça crée un dialogue inédit entre art, science et objets des collections. Et au total, on a une 50aine d'œuvres d'art à découvrir qui dialoguent avec de l'histoire et effectivement également avec des sciences. Et c'est là où Étienne Klein intervient. Donc Étienne Klein, il est le conseiller scientifique de l'exposition. Étienne Klein qui est philosophe des sciences, scientifique de renommée et spécialiste du temps. Et en fait, son intervention, ça prend la forme de points audio ou de textes écrits, mais on a travaillé en collaboration, donc il y a vraiment un dialogue entre son apport et son éclairage et l'endroit où ça apparaît dans l'exposition, l'œuvre à laquelle ça fait écho. Je voudrais vraiment inviter tous ceux qui vont passer par le musée. On va donner l'adresse d'ailleurs du musée de la Poste, Céline. On est au 34 boulevard de Vaugirard, juste à côté de la gare Montparnasse, dans le 15e arrondissement. Voilà, quand on monte à Paris, on se dit qu'on va aller visiter la Tour Eiffel, on va aller voir Montmartre, etc., etc. Notre-Dame. Et il y a ce musée de la Poste. Vraiment, je vous inscris dans le fait de le mettre sur votre agenda, parce que au-delà de cette exposition, la Fabrique du temps, la Poste nous a accompagné notre histoire depuis tellement longtemps. Je voudrais qu'on revienne sur cette exposition, parce que vous l'avez montée d'une façon plus qu'intelligente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ennuyante. Il y a plein d'expositions où des fois on n'en peut plus, surtout quand on est avec les enfants. Là non, il y a des vidéos, il y a des installations, il y a des sculptures. C'est vraiment une expo qui est très très vivante. C'est une expo qui est vivante, donc c'est une exposition qui est organisée en 3 parties. Et en fait, ce que je voulais, c'est que on vive une expérience. En fait, on est coupé de cette course effrénée qu'on peut avoir à tout le temps regarder nos montres, l'heure qu'il est, courir après. Donc là, c'est vraiment prendre le temps de ralentir et le temps de vivre un moment. Et donc après une première introduction historique, comme je vous disais, qui part en 1839, qui va jusqu'à l'histoire de l'horloge parlante avec tout le côté coordination temporelle sur le territoire. Après, on rentre dans l'exposition. La première section s'appelle En temps réel. Et là, par exemple, toutes les œuvres d'art donnent l'heure qu'il est en temps réel. Que ce soit des performances, des vidéos. Donc voilà. Donc là, on est vraiment connecté. La deuxième partie, c'est jouer avec le temps. Donc là, c'est tous les artistes qui détournent les objets de mesure pour plus qu'ils donnent l'heure.
Donc il y a un petit côté absurde. Et la dernière partie, ça s'appelle Au fil des jours. Donc là, on prend de la hauteur. C'est au niveau du coup des calendriers. Et à chaque fois, il y a un dialogue art contemporain, objet des collections. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que comme le temps ne fait que passer et que chaque instant est inédit, si on revient dans l'exposition le lendemain ou même entre le début et la fin de l'exposition, comme il sera jamais à la même heure sur les œuvres d'art, et comme par exemple on a une œuvre, un calendrier d'une artiste contemporaine Susanna Ertricht, où en fait le calendrier se détruit littéralement sous vos yeux, donc le tas de papier grossit. Si vous revenez voir l'exposition dans 15 jours, vous verrez pas la même chose. Donc voilà, il y a ce côté évolutif, comme c'est complètement, c'est impalpable et c'est notre représentation avec nos outils de mesure. Mais je voulais vraiment qu'on garde ça dans l'exposition. Oui, et puis surtout en plus, voilà, vous nous offrez le temps de ralentir, vous nous proposez de prendre le temps. Ça, c'est plutôt sympa, surtout qu'à notre époque numérique, notre rapport au temps en 2025, vous l'avez dit, a particulièrement changé, quoi. Voilà, on est dans l'instantanéité, la course après le temps. En vrai, on n'a jamais autant de temps disponible, mais on court après. Donc, en tant que musée de société, pour le musée de la Poste, c'est aussi l'occasion de questionner ce sujet du temps et le rapport qu'on peut avoir avec lui. Donc voilà, donc c'est un peu une expérience pour prendre son temps et le ressentir et le voir différemment. C'est une belle ambition que celle de cette exposition, au-delà de redécouvrir le rapport au temps de la Poste qui a marqué de son temps le temps en France. Bon, j'essaie de faire des jeux de mots là, mais je vais peut-être me calmer. On a vraiment et des objets et des vidéos et de l'art contemporain. Comment vous avez sélectionné les artistes qui, du coup, ont créé pour cette exposition ? Alors les œuvres existaient déjà, en fait, c'est des prêts d'œuvres auprès d'institutions, auprès d'artistes. En fait, c'est à peu près quand même 2 ans de travail entre avoir l'idée, la genèse du projet, jusqu'à faire des recherches, lecture, rencontres, et puis construire le propos, trouver le parti pris, l'angle, et puis rencontrer les personnes avec qui on va travailler, comme là Étienne Klein, jusqu'à l'ouverture de l'exposition. Donc voilà, l'exposition, elle est en place jusqu'au 3 novembre. On va venir en profiter au musée de la Poste qui est situé rue Vaugirard à Paris. Une fois n'est pas coutume, dans nos sentiers de l'été, on avait envie de s'arrêter sur le musée de la Poste, qui est un musée que je vous invite vraiment à aller découvrir, tellement il est étonnant, qu'il parle de notre histoire, l'histoire de notre pays, de notre patrimoine, à travers aussi, et pas seulement, cette exposition temporaire, la fabrique du temps. Merci beaucoup Céline Neveu. Merci à vous. Commissaire de l'exposition La Fabrique du Temps. Et profitez-en aussi pour aller voir toutes les autres expositions incroyables de ce musée de la Poste que je vous invite vraiment une fois de plus à aller découvrir. Demain, je serai de nouveau avec vous à partir de 9h. Vous le savez, nous avons, de 10h, nous avons rendez-vous avec Sophie Davant avec son émission Qu'est-ce qu'on attend? Sophie Darel, oh là là, ça y est, je pense que je commence à avoir faim. Nous avons avant rendez-vous avec Sophie Darel. Merci à Jamel qui me dit Lolo. Demain, nous recevrons Fabienne Thibault. Voilà, entre autres, un grand rendez-vous. Et puis, demain également, dans notre rendez-vous la route de l'été, nous aurons un joli rendez-vous à vous donner, vous le savez. On va vous écouter, on va suivre un père et un fils qui ont fait le tour du monde pour la bonne cause, à vélo, à la rame et à pied. Ça va être un grand rendez-vous également avec lui et avec vous. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le retour de l'info. Et puis juste après, ce seront les clés d'une vie, l'émission de Jacques Pessis qui reçoit Stéphane Guillon. Ce sera donc à 13h02 sur Sud Radio. Bon après-midi.